Tellement content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien avec bientôt, bien sûr, le beau temps qui est à nos portes. Plein de belles rencontres aujourd'hui pour votre information. Stéphane Ledien, auteur d'un polar également. Julie Marcil, autrice aussi de romans policiers, mais dans un tout autre univers, vous allez le constater. Mounia Abadi pour jaser de psychologie et de ce que c'est l'effet miroir. Mathieu Cléroux des Serres Cléroux sera avec nous pour nous donner des conseils d'horticulture. Joémie Verdon, auteur-compositeur de musique country. Belle découverte en perspective. Sébastien Bruno aussi, Grégoire qui est derrière Institut, Guylaine Archambault, directrice générale du Musée de la Santé Armand Frappier, Sophie aussi Grenier que vous connaissez, hein, La Voix 2023 sera avec nous pour nous présenter son nouvel album, Nicolas Vincent Poirier qui jase de cinéma, Stéphanie Côté d'un match des anciens Canadiens qui va au profit d'une excellente cause et Bertrand Godin et Joanne Villeneuve pour nous parler d'une nouvelle conférence. Bonne émission. Le nom des Villeneuve est associé pour toujours au sport automobile et Joanne Villeneuve, justement, a été d'abord, évidemment, on peut dire, auprès de son mari, puis par la suite auprès de son fils aussi, Jacques Villeneuve, un atout important pour leur succès respectif. Et Joanne, donc, est une passionnée pourtant de courses automobiles, une spécialiste aussi de l'histoire de la F1. Puis ça, je pense qu'on ne le sait pas. Bertrand Godin est un pilote automobile. On le reçoit très couramment à cette émission. Ils ont eu l'idée de jumeler leurs forces ensemble, leur amitié ensemble aussi pour faire une conférence sous une formule de causerie. Ils sont là pour nous en parler parce qu'ils se préparent à faire le tour du Québec. Et cette conférence s'intitulera à juste titre « Une vie à toute vitesse ». Bertrand Godin, Joanne Villeneuve, bonjour. Bonjour. Merci, Bonjour. merci d'être là. Je vais me tourner vers vous tout d'abord, Madame Villeneuve. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette formule de conférence, de vous livrer auprès d'une conférence? Ben, c'est une expérience que j'avais déjà vécue dans un gros meeting Ferrari où on m'avait demandé justement de faire un genre de conférence et puis on avait décidé de faire ça en tant que conférence causerie et j'avais tellement aimé que j'en parlais avec Christian, avec Bertrand et puis avec Martine. Et puis, l'idée est venue de pourquoi pas on pourrait faire ça un peu plus élargi, avec des gens qui sont pas nécessairement au courant de la course automobile ou de ma vie ou de celle de Bertrand, et puis de juste parler de ce qu'on a vécu et comment ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Oui. Et Bertrand, toi qui vas un peu comme donc guider la conversation, qui va animer cette conférence, de quelle façon tu comptes peut-être donc articuler cette discussion? Écoutez, ce qui est fort passionnant, c'est la vie de Gilles Villeneuve, mais Gilles Villeneuve, c'est aussi Joanne Villeneuve. Donc, vous savez, faire du sport automobile, ça demande énormément de volonté, de passion et des sacrifices qui, des fois, n'en est pas vraiment, mais pour certains, on va réaliser à quel point, justement, ça a été toute une aventure, ce que Joanne a vécu. Et grâce à sa complicité, c'est ça qui a fait en sorte que Gilles Villeneuve est devenu ce qu'il est. Et ça, c'est vraiment génial. Oui. Et est-ce qu'on va avoir, par exemple, puis je me tourne vers les deux spontanément, là, à vous de me répondre, mais est-ce qu'on fera une sorte de mise en scène? Est-ce qu'aussi on aura des objets, par exemple, des images d'archives pour appuyer cette conversation-là? Là, c'est plus Bertrand qui a l'habitude de travailler dans ce sens-là. Moi, j'ai embarqué dans le train avec lui. Et puis, je me fie un petit peu sur lui, sur ce côté-là de la chose. Moi, j'amène plus l'histoire, le vécu, la passion, le pourquoi je suis devenue passionnée, toutes ces choses-là. Mais bon, c'est sûr que à nous deux, on a sûrement une boîte à idées bien pleine. Oui, c'est certain. On a quand même quelques objets, on a des photos. C'est sûr que
juste l'histoire comme telle va être tellement passionnante. Donc, c'est certain que le contact aussi avec les gens, de pouvoir se faire poser des questions, je pense que ça va être une interaction. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on puisse être tous ensemble là-dedans, à pouvoir parler de l'expérience de Joanne et des objectifs et du support qu'on doit amener aux gens lorsqu'ils ont un rêve. Oui, puis certainement qu'avec les questions qui sont différentes de conférence en conférence, on aura à chaque fois presque une conférence différente, neuve, des conversations qui seront nourrissantes aussi sur ce plan-là, avec l'interaction, j'ai l'impression, avec le public. J'ai envie de vous demander, Joanne, est-ce que parfois ça a été lourd ou plus difficile de porter le nom Villeneuve? Des fois, c'est difficile, oui, parce que on a envie de montrer sa propre personnalité. Et puis après, avec le temps, on se rend compte que, effectivement, j'ai ma propre personnalité en tant que Joanne Villeneuve aussi, avec tout le bagage que j'amène, avec tout ce vécu que j'ai eu, qui fait que, aujourd'hui, je suis qui je suis. Oui. Et d'ailleurs, je ne vous demanderai pas, mais en fait, je vais vous demander, parce que ça pique ma curiosité. Quand il roulait en auto avec vous, Gilles, là, il roulait pas moins vite en voiture. Là. Il ralentissait pas. Il était toujours au fond, hein, comme à Formule 1. Là. La seule différence avec la majorité des gens, c'est que moi, je pensais que tout le monde conduisait comme lui. Okay. Parce que moi, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, donc j'avais aucune idée. Et donc, j'avais grandi avec lui en voiture, en auto. Donc, j'avais aucune notion, moi, de vraiment qu'est-ce qu'on peut ou pas faire, on peut pas faire en auto. Et puis donc, non, moi, je devais être la seule qui dormait sur le siège passager. À 250 km/h, dans une route de Grenoble à Saint-Gabriel-de-Brandon ou à Berthierville, ça devait être épique. 250, c'était peut-être sur l'autoroute en Italie. OK, bon, mais quand même. Et je ne demanderai pas entre Gilles ou Bertrand qui est le meilleur conducteur, je ne demanderai pas ça. Là, c'est sûr que j'ai un petit biaisé sur qui je vais choisir. Oui. OK, mais c'est parfait. Ça, disons que ça dicte la façon dont je vais l'emmener aux conférences. Certain. Et j'ai encore un peu de temps avec vous, Madame Villeneuve. Il y a un film qui est en préparation actuellement sur la vie de Gilles. On a même commencé là, les préparations de tournage. J'ai lu que vous aviez évidemment consenti et que vous participiez, je pense, un peu à certains égards au tournage. Est-ce que je me trompe? La famille, effectivement, a donné son autorisation pour le film. Et puis, j'ai reçu le script, j'ai corrigé. Bon, maintenant, après les corrections, c'est le réalisateur, évidemment, et puis tous les gens du film qui s'en occupent. Moi, de mon côté, moi, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est vraiment de voir qu'encore aujourd'hui, Gilles reste une inspiration pour tous ces gens qui l'ont aimé. C'est sûr que ça fait chaud au cœur. Oui. Je pense que si on voit un Lance Stroll actuellement en Formule 1, c'est parce qu'il y a eu Gilles Villeneuve. Et je ne me trompe pas, Bertrand, en disant que si tu as fait de la course automobile, tu en fais encore d'ailleurs, tu seras fort probablement cet été, on me glissait à l'oreille au Grand Prix de Trois-Rivières cet été. C'est parce qu'il y a eu Gilles Villeneuve. Je ne me trompe pas, Bertrand? Écoute, l'histoire de Gilles, c'est un conte de fées qui m'a permis de croire en ce rêve-là, de pouvoir faire un jour du sport automobile. Je n'étais pas fortuné, comme Gilles et Joanne ne l'étaient pas non plus. Donc, même quand j'ai été faire le volant L, j'ai été obligé de squatter pour pouvoir rester. J'ai même squatté tant qu'à squatter, j'ai décidé d'aller squatter à Monaco chez Joanne. Donc, mais n'empêche tout ça pour dire que ça a été mon inspiration. C'est grâce à lui. Si on se parle même aujourd'hui. On voit d'ailleurs une ferrure en arrière de toi, mon cher Bertrand. Merci beaucoup, Joanne et Bertrand. Et tous les liens sont au bas de l'écran pour connecter avec vos conférences. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci.
L'auteur et professeur de littérature de Québec, Stéphane Ledien, signe un nouveau polar qui nous, d'ailleurs, amène autant à Québec qu'à Montréal. Et ça nous amène d'ailleurs en 2012, durant les audiences de la commission Charbonneau. C'est l'assassinat d'un journaliste français qui est le point de départ, finalement, de cette série d'événements violents dans lesquels seront impliqués donc des élus corrompus, des membres du service de police de la ville de Montréal, de même qu'un ex-agent même du FBI et une tueuse mexicaine. On va tenter d'en apprendre davantage avec Stéphane Ledien, l'auteur qui est avec nous. Allô, Stéphane? Bonjour, ça va bien? Ben, très bien, et je suis un grand amateur de polar, alors pour moi, c'est en plus de pouvoir avoir parcouru et d'avoir eu le plaisir de lire ce livre-là, c'est un grand plaisir de vous accueillir doublement. Ce sera ma première question, mais pourquoi comme toile de fond le contexte de corruption et de la commission Charbonneau en 2012 qui a été pour vous d'inspiration? Déjà, un grand merci de me recevoir et puis de me donner la possibilité d'expliquer un peu plus l'histoire. Pourquoi la commission Charbonneau? J'étais au Québec depuis 2 ans déjà quand la commission Charbonneau a commencé à prendre forme, à bouillonner là, dans les médias. Et ça m'est resté, ça a marqué tout le monde, hein, je pense. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'aux États-Unis comme en France, les médias en ont parlé. Et quand il s'est agi d'écrire le roman à partir de 2017-2018, j'ai repensé à tout ça et je me suis dit, il n'y a jamais aucun roman policier qui l'a abordé en tant que tel, avec une toile de fond ou plus ou moins frontalement. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'y aller. J'ai croisé les doigts pour que personne d'autre ne traite l'idée pendant toutes ces années. Et voilà, on en est là aujourd'hui en 2024, le roman sort et tout le monde se souvient bien de la commission Charbonneau, donc c'est formidable. Oui, puis ça marque encore les esprits plus de 10 ans plus tard. Et c'était presque comme un roman feuilleton dans les bulletins de nouvelles. Tu sais, Sonia Lebel en est un exemple. C'est une femme qui, par la suite, s'est immiscée en politique puis est devenue la ministre de la Justice. Puis bon, on connaît la suite avec le Conseil du Trésor. Alors, puis évidemment, tous ceux qui ont été devant la cour là-bas pour être devant donc la commissaire Charbonneau. Mais ce que je trouve aussi, non seulement par, évidemment, le titre, Les corps sur la neige, mais on détaille beaucoup Québec. On va beaucoup sur le plan de l'hiver également. C'est très imagé. Pourquoi cet amour de l'hiver ou pourquoi on voulait le décrire absolument dans ce polar? Je suis un amoureux de l'hiver québécois. Mon premier livre était le récit d'un Parisien qui arrive au Québec et qui est émerveillé par la neige. Et donc, autant d'années plus tard, c'est un peu une version noire, cette fois-ci, où il y a encore de l'émerveillement pour la neige, pour l'architecture aussi particulière de Québec, hein, plus vieille ville d'Amérique du Nord, en tout cas au nord du Mexique. Et donc, cette tradition, j'avais envie de l'utiliser encore une fois avec un métier bien précis, le métier de déneigeur de toit, de toit en pente dans le Vieux-Québec. C'est une spécialité en fait de la ville de Québec. Et là, pareil, j'ai été amené à rencontrer un déneigeur de toit qui m'a expliqué son métier. Il m'a pas fait monter avec lui sur les toits parce que j'ai le vertige, mais il m'a montré son matériel, il m'a expliqué comment il procédait. Et puis, il y avait eu des documentaires sur ce métier. Je me suis dit, pareil, en voyant des gens déneiger les toits dans le Vieux-Québec, je me suis dit, non seulement j'adore l'hiver, mais en plus, ce type de professionnel sera un personnage très intéressant pour un roman noir et pour un roman où il y a de l'action, parce qu'automatiquement, j'ai pensé à l'idée qu'il y aurait des bonnes bagarres sur les toits de la ville. Oui. Bien, d'ailleurs, c'est digne d'un scénario hollywoodien. Est-ce que le rêve, ce serait d'avoir adapté le tout au cinéma? Parce que pour vrai, je me suis senti dans votre écriture, dans votre façon de décrire les scènes. Je parlais de l'hiver, mais c'est comme si j'étais de l'intérieur et j'ai trouvé que vous aviez un langage aussi de façon, avec les choix de mots aussi, la façon que vous ficelez vos phrases, comme si on était dans un film, ni plus ni moins. Oui, j'essaye d'avoir des descriptions à la fois très vivantes, dynamiques. On pourrait dire, un critique pourrait dire cinématographiques. Ouais. J'ai une culture cinématographique. Je suis un grand fan de cinéma de genre, de films policiers, de films d'action. Alors ça transparaît dans mon écriture, enfin je le suppose. Donc merci de le souligner. Et c'est sûr que tous les auteurs de polar on rêve, parfois en couleur, mais en tout cas, on rêve de voir notre roman porté à l'écran. Ça pourrait faire, à mon avis, un
un bon film, mais aussi mon éditeur m'a dit ça pourrait faire un très bon téléroman. Donc parce que il y a cette idée, vous avez parlé du roman feuilleton tout à l'heure, et c'est aussi une influence plus ou moins consciente, parce que je suis aussi un grand lecteur et un grand fan du roman feuilleton du 19e siècle, du Alexandre Dumas. Donc si on aime les Trois Mousquetaires, on peut aimer Les Corps sur la neige. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Puis, évidemment, parlons de ça parce que le polar, vous en avez même fait une fascination pour étudier, vous documenter et devenir un des experts au Québec. Est-ce que, justement, au Québec, nos auteurs, comparativement en Europe, par exemple, on en fait des polars qui sont distinctifs? Est-ce que c'est plus noir, nos polars? J'ai comme l'impression de ça. Je peux me tromper, mais... Il y a plusieurs écoles, en fait, si on peut les qualifier comme ça, ou des courants. Ce qui ressort du roman policier québécois à l'heure actuelle, déjà, c'est qu'il est très prisé en dehors de nos frontières, puisqu'il a quand même été accueilli avec des grands honneurs au Salon du Livre, enfin au Festival du Livre de Paris. Et donc, je pense que il y a une comparaison à faire avec le polar nordique, tout ce qui est scandinave et qui continue de fasciner le public. Pourquoi nordique? Chez nous, c'est l'idée de la survivance, de l'hiver, de la rigueur de l'hiver, mais aussi toujours ce choc entre pureté de la blancheur de la neige et puis les taches de sang ou les meurtres commis. Alors au Québec, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une tendance pour le roman un peu d'horreur ou le thriller sanglant, dont l'un des chefs de file est sans aucun doute Patrick Sénécal. Alors, je pense qu'on en fait aussi en France, mais j'avais un peu moins repéré ce courant en France. Chose certaine, le polar québécois a le vent en poupe et c'est tant mieux, puisqu'on voit qu'il est très apprécié du public encore et toujours ici chez nous, mais aussi en Europe. Oui, tout à fait. Puis même en anglais, Mme Penny, là, qui aussi, on le sait, s'inspire beaucoup du Québec. Elle, c'est des cantons de l'Est, bien sûr, mais tout le monde s'inspire à sa façon du Québec pour le faire en français ou en anglais. Puis d'ailleurs, c'est quoi un bon polar? En terminant, pour vous qui en avez étudié les codes et qui avez tenté de les reproduire, c'est quoi les bases d'un bon polar aussi en terminant? Ma passion, c'est le roman noir, hein, donc qui est un sous-genre du roman policier. Le roman noir implique toujours une intrigue à saveur, on pourrait dire, politique, sociale. Il y a une auscultation, un examen un peu de la société dans laquelle on vit. Il ne s'agit pas forcément de dénoncer, mais on pourrait dire de mettre en relief des dysfonctionnements sociaux ou des abus sur le plan politique. Et par ailleurs, il y a toujours une notion d'irrésolution, de pessimisme. Le roman noir ne résout rien, contrairement au roman policier traditionnel. Donc, il n'y a pas rétablissement de l'ordre à la fin. C'est plutôt, on débouche sur quelque chose d'encore plus complexe, d'encore plus chaotique. Intéressant, en tout cas, cette conversation et ce livre, Les Corps sur la neige, est disponible. Stéphane Ledien, merci énormément et tout le succès pour ce livre et à bientôt, en tout cas, pour jaser encore création littéraire avec vous. C'est passionnant et fascinant. Merci beaucoup. Ce nouveau livre est la suite d'une femme de calibre et on retrouve encore une fois dans Les cendres fument encore, toujours cette tueuse à gages, Anna Avril, c'est personnage central, l'inspiration de cette autrice d'ailleurs, duquel on va discourir avec elle, savoir un peu ses intentions dans ce volet 2. Salut Julie Marcil. Salut. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Le premier livre, donc Une femme de calibre, qui a été présenté dernièrement du côté de Paris, Salon du Livre de Québec, celui-là. Je sais que c'est pas le même livre, mais question spontanée comme ça, est-ce qu'on accueille de la même façon les polars en France pour le lecteur moyen que chez nous au Québec ou? Je peux pas parler en général, mais c'est sûr qu'il y a les commentaires que j'ai eus pour le premier, il y avait la couleur québécoise qui revenait souvent. C'était les lectrices qui m'ont fait des commentaires qui avaient beaucoup aimé revenaient là-dessus. La couleur québécoise, parce que c'est très dialogué, mes livres aussi. Ouais. Puis je dialogue autant que possible en québécois, pas trop en joual. Je veux pas que ce soit trop dur à lire, mais donc ça revenait. Donc
vraiment la couleur L'esthétisme, la québécoise, littérature. comment ils s'expriment, pour eux, c'est un plus. Bien, j'ai remarqué d'ailleurs, et pourquoi d'ailleurs ce souci, cette envie de s'exprimer sans dire en joual, pour reprendre tes mots, mais quand même dans un lexique bien québécois, bien à nous? Pourquoi ce choix-là est si désiré? Parce que j'ai envie que ça soit naturel. Tu sais, des dialogues trop écrits, ben, c'est un choix là, aussi, mais je trouve que ça modifie le rythme. Là, ils sont plus vrais, ils sont plus incarnés. Si tu sais, par exemple, je fais des illusions, là, à part certains personnages, la plupart, il n'y a pas de nœud, parce qu'on ne dit jamais ça quand on parle. Donc, j'ai essayé de conserver les phrasés pour ce naturel-là, pour qu'on puisse entendre les personnages davantage que si c'est un dialogue trop écrit. Mais c'est un choix. Oui, aussi, rendu là. Bien qu'il y a le premier qui a été sorti, je le disais, d'une femme de calibre, donc peut-être que les gens qui sont à l'écoute actuellement, qui nous regardent, ont peut-être déjà lu le premier, mais je vais quand même l'inclure parce que c'est la première fois qu'on t'accueille à l'émission pour votre information. Fait que je trouve ça important de bien l'amener dans la conversation. Parce qu'évidemment, on retrouve Anna Avril, la tueuse à gages. Il y a encore cette dualité de ce personnage, c'est-à-dire qu'elle est mère de famille, puis en même temps, tueuse à gages. Toute une dualité quand même, là. Oui, effectivement. C'est avec ça que je voulais m'amuser, d'ailleurs. Pourquoi pas? Là, dans les romans, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça que je voulais explorer. C'est plus présent dans le premier, là. Elle était encore dans le deuxième, mais le premier, c'était vraiment elle qui parlait au jeu, qui se présentait. On connaissait plus le personnage, on l'approfondissait plus dans le premier, là. Ben c'est ça, c'est elle qui se présentait et qui nous disait d'emblée, ben oui, j'ai décidé, je suis tueuse à gages, je me suis dit, c'est un métier comme un autre pour elle, en guillemets, bien sûr que c'est pas possible, mais elle, c'est ce qu'elle se donne comme excuse, puis là, on va raconter un peu dans le livre comment tout ça est arrivé, puis comment elle essaie de négocier ça dans sa vie quotidienne, parce que tu n'annonces pas ça à ta famille, à tes... Tu gardes une part quand même de mystère et tout. Puis, exactement. Et d'ailleurs, il y a aussi toujours, bon, Anna Avril, disons-le, donc doit retrouver un homme qui s'est mystérieusement envolé. Et là, il y a le journaliste, c'est ça exactement dans le deuxième, si on le présente, et le journaliste qui est devenu maintenant détective, qu'on retrouve maintenant, détective privé, qui est Laura Madrigal. Oui, qui est un autre personnage important quand exact, même, dans le premier et qu'on retrouve dans le deuxième sous un autre angle. Alors, pourquoi c'est important de faire des personnages de façon féminine, c'est très, très fort, parce que ça aussi, j'imagine, c'est pas étranger non plus à ce choix-là. C'est-à-dire que c'était pas important, c'est juste naturel pour moi. OK, ça s'est imposé. Plusieurs personnes m'ont fait les commentaires, puis à chaque fois, ça m'étonnait qu'ils aimaient qu'il y ait deux personnages féminins forts, puis dans ma tête, c'est des personnages féminins. Ben, tu sais, je croise ça tous les jours, moi, des femmes fortes. Je suis entourée de femmes fortes, de gens qui ont du caractère, de femmes qui ne sont pas juste la blonde d'eux. Fait que c'est même pas une réflexion que j'ai eue, ça s'est fait naturellement. Comme ça. Je me suis presque trouvé grossier en posant la question. Honnêtement, parce que tu as raison, en 2024, je pense pourquoi pas pour nos jeunes femmes, peut-être pas tueuses à gages, quand même à la maison. Non, quand même pas. Mais non, quand même pas. Mais pourquoi pas aspirer à devenir détective privé, journaliste d'enquête, on en voit plein. Mais ça m'a fait réaliser que c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut, c'est pas que on dit bon, il faut que les femmes soient plus auteurs, même dans les films, qu'il faut qu'elles réalisent leurs films. Parce que c'est normal, on parle de ce qu'on connaît et de notre réalité. Donc, tu sais, je comprends les gars de comprendre un peu mieux les personnages masculins et de s'identifier davantage et de plus naturellement aller là. Puis souvent, les personnages féminins dans des romans peut-être écrits par des gars, ils vont être plus accessoires. Ça va être la femme que je trouve séduisante ou la femme d'eux, ou alors que là, mes héroïnes, c'est elles. Elles ne sont pas juste la fille d'eux, la femme d'eux. C'est elles qui vivent quelque chose. Exact. Mais j'ai pas essayé de faire ça. C'est arrivé comme ça. C'est ma réalité aussi, pas des tueuses à gages quand même. Oui, non. Mais c'est ça, c'est... Et d'ailleurs, est-ce que vous avez la même... Est-ce que je vais commencer à vous à tutoyer, moi continuer l'entrevue. Ah oui, non. Regarde, on se paye la traite. Oui, let's go. Mais est-ce que tu as le même retour sur un lecteur masculin-féminin versus la perception à la suite de la lecture? Est-ce qu'on a les mêmes perceptions de l'intrigue ou de l'appréciation que tu as? C'est très différent d'un lecteur à l'autre. Puis au départ, je me disais, bon, justement, c'est des personnages très féminins. Le sujet, particulièrement dans le premier, dans le deuxième, c'est moins vrai, mais dans le premier, il est quand même plus
féminin, sans faire exprès encore une fois, parce qu'on parle, le thème de fond, on parle du corps humain, c'est souvent les femmes, des fois, qui sont exploitées de ce côté-là. Malheureusement, oui. Fait que je me disais, bon, les gars n'auront pas bien ça, mais finalement, c'est sûr, il y a de tout, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais il y a des gars, comme on a parlé, qui ont adoré. Aussi. Puis, fait que je pense que ça dépend vraiment des goûts et du type de polar que tu as envie de lire aussi. Aussi, parce qu'on... Plus que les personnages. On recevait Stéphane Ledien, qui est un tout autre type également, là. Donc il y en a pour tous les goûts, tu l'as dit. Puis en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que le rythme est bon, les chapitres sont courts. Dans votre choix, dans votre façon d'écrire et tout ça. Donc, ça permet de garder toujours le rythme. Puis, si on est un lecteur qui aime toujours et rapidement, peut-être, avoir les réponses à nos questions, parce que c'est souvent ça, évidemment, quand il est question d'un polar également, on nous amène dans plusieurs directions pour pas trop être prévisible. Alors, je trouve que c'est le fun aussi, en tant que lecteur, c'est un très bon rythme dans ce choix-là, d'avoir des chapitres plus courts aussi. Alors, très intéressante cette conversation. Alors, les gens peuvent se procurer certainement celui-là, mais je pense que pour une bonne compréhension, on peut avoir Une femme de calibre. Oui, en fait, les deux, c'est des intrigues policières différentes. Donc, j'ai fait attention, les deux peuvent se lire indépendamment. C'est sûr que si vous aimez ça, suivre des personnages, puis leur évolution, tranquillement, pas vite, à travers les livres, ben, c'est sûr de commencer par Une femme de calibre, comme ça, vous n'aurez pas besoin de revenir en arrière pour dire, mais elle était où, elle? Oui, puis en même temps, ça permet d'encourager notre littérature québécoise également, de pouvoir acheter les deux livres. Alors, incitation à le faire. Julie Marcil, merci. Ça fait plaisir, merci à toi. Miroir, miroir, qui est le plus beau? Ah! C'est moi. Peut-être Daniel, mon caméraman aussi en arrière. Non, mais chose certaine, je suis vraiment content d'accueillir Mounia. Puis tu vas me le dire, Mounia. Salut, premièrement. Ça va bien. Oui, mais je trouvais étrange. T'es ébloui par ta beauté. Je suis ébloui incroyablement. Je fais ça tous les jours, me regarder. Excellent, on aime ça. Mais pourquoi d'ailleurs tu as apporté le miroir aujourd'hui? Ça m'intrigue. Bien, je voulais parler aujourd'hui de l'effet miroir au niveau des situations qu'on vit. Alors, je vais commencer par te poser une question. Ce que c'est aussi l'effet miroir, peut-être l'expliquer aux gens. Exactement. Donc, l'effet miroir en psychologie, dans le fond, c'est de prendre une situation puis de regarder, dans le fond, qu'est-ce que ça t'amène à regarder à l'intérieur de toi. Donc, je vais t'inviter à partager aujourd'hui avec moi puis avec... Il faut toujours que je sois à livre ouvert avec toi. Hein? Exactement. T'es pas coach de vie pour rien, je pense. Non, exactement. Puis la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est, y a-t-il une situation qui est arrivée récemment où est-ce que tu as été déçu, blessé? Il y en a pour les gens dans le quotidien, certainement. Absolument. Puis je suis pas non, vraiment pas sur ta question, mais c'est parce que je pense que les gens peuvent se sentir inclus à cette question-là au moment d'attraper notre entretien. Oui, ça m'est arrivé récemment, en effet, où je me suis senti déçu là, de la part. Puis c'est ma maman, je l'adore, ma maman, mais oui, il y a quelque chose qui est arrivé dans une discussion qu'on a eue qui, sans dire m'a attristé, mais juste m'a déçu de sa réaction envers moi, finalement. Parfait. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est les 5 blessures de l'âme qui vont être éveillées. Donc, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison ou l'humiliation. Fait que dans cette situation-là, admettons que c'était l'injustice. L'injustice entre toi et ton frère, ta sœur, ton père, peu importe. On a tendance à mettre beaucoup d'emphase sur ce qui se passe à l'extérieur de nous, puis un petit peu, je te dirais même, de jouer à la victime. Oui, okay? C'est vrai. Ce que j'essaie d'apporter ici, c'est, oui, la personne qui est devant toi, elle va éveiller quelque chose qui est somnolent en toi pour que tu fasses une introspection puis que tu te poses la question, je viens de vivre le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice. Comment est-ce que je suis en train de m'abandonner, être injustice envers moi-même puis me rejeter? Puis souvent, c'est le reflet de nos attitudes aussi qui nous dérange. Souvent, je me dis, puis moi, dans la situation auquel je pense avec ma mère, je me dis que j'ai comme nié le fait que j'ai déjà agi de la même façon aussi, que parfois j'arrivais malheureusement à agir de la même façon. Fait que c'était comme si elle reproduisait un comportement qui me dérangeait. Oui, c'est ça, quelque chose que moi j'avais déjà peut-être fait, puis je m'en étais pas rendu compte, puis finalement, ben là, OK, ce que ma mère vient de me dire, la situation qu'elle a réagi aussi,
OK, je comprends mieux pourquoi ça m'atteint dans pareille situation, finalement. Tout à fait. D'où l'effet miroir aussi. Exactement. Donc, dans le fond, toujours voir, puis c'est peut-être pas avec cette personne-là, parce que les gens vont dire, ben non, j'ai pas été injuste avec la personne qui a été injuste avec moi. Mais as-tu été injuste avec toi-même? Es-tu resté dans des relations où as-tu fait quelque chose pas pour les bonnes raisons parce que, dans le fond, tu voulais faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais tu étais injuste envers toi-même. Donc, c'est juste de ramener des fois des situations qui se passent. C'est bien trop facile de regarder puis de dire « il a fait ci, elle a fait ça », puis de jouer un petit peu, comme je t'ai dit, au rôle de la victime, mais de prendre, dans le fond, les règnes, puis de dire « nous, là-dedans, moi, là-dedans, comment est-ce que je suis en train d'être injuste envers moi ou envers les autres? » Des fois, d'en voir les avantages. Tu sais, je veux dire, quand c'est arrivé, c'est survenu, des fois, tu peux pas revenir en arrière. Il faut que tu assumes, ou faut que Tout à fait. C'est un beau mot. Je l'aime tellement, ce mot-là, Alex. Assumer. Assumer. Assumez-vous. Là, à un moment donné, c'est le temps ou jamais. Je veux dire, tu as une vie à vivre, comme ils disent. Mais tu sais, je pense qu'il faut peut-être voir les avantages. Moi, je me dis, ça peut améliorer l'estime de toi, l'empathie. Si tu fais la maturité la maturité, oui. Oui, puis ça va faire en sorte que l'univers, je parle souvent de l'univers, ne va pas te renvoyer la même situation via une autre personne. Donc, c'est de là l'importance de dire, OK, c'est quoi qui se passe pour que j'arrête ou que je comprenne le message qui est derrière ça. Puis, mon hibou... Oui, mais c'est ça. Tu as amené un hibou très coloré. D'ailleurs, tu matches avec dans ton kit aujourd'hui. C'est vraiment régalé en faisant cet hibou-là. Puis, c'est pour, dans le fond, c'est comme une image où est-ce que je veux qu'on prenne le temps de sortir d'une situation, de l'histoire, de qu'est-ce qui s'est passé, là, une fois que l'émotion, elle a passé. Puis, de devenir spectateur de ce qui se passe, donc de faire les bouts. Donc, c'est un ancrage que je demande à mes clients d'utiliser pour sortir, dans le fond, du chaos interne, puis se dire, OK, je peux-tu regarder cette situation d'une autre façon? Donc, l'effet miroir. L'effet miroir. Et les couleurs, est-ce qu'il y a-t-il une signification pour exprimer une émotion par rapport aux couleurs? Pas nécessairement. Bien, on pourrait rentrer dans les chakras, là, tu sais, les chakras, les 7 chakras, fait que les couleurs par rapport à ça. Mais honnêtement, ça, c'était vraiment de la créativité, puis c'était mon enfant intérieur qui s'exprimait. S'est exprimé. Puis je te jure, Alex, là, il y a 2 ans, jamais j'aurais fait ça. Mais c'est quoi, tu colores bien parce que tu dépasses pas? Fait que t'es pas si enfant intérieur que ça. Non, mais j'ai tracé au crayon à la mine avant. OK. Oui, non, j'ai tout tracé au crayon à la mine avant, puis par la suite, j'ai suivi mes contours. Mais tu sais, juste pour revenir avant, jamais j'aurais osé, le mot oser, là, faire quelque chose parce que j'étais trop dans la performance. Puis dès que j'ai arrêté de me dire « Ah, le résultat, il faut qu'il soit comme ça », puis que je suis vraiment allée avec le plaisir et le lâcher-prise, bien, c'est mon 8e là, que je fais, puis j'en fais quasiment à toutes les semaines, 2 semaines. Quand tu es là-dedans, en plus, quand tu crées, nécessairement, tu es dans le moment présent. Tu ne peux pas penser à autre chose qu'à faire ton œuvre d'art ou à faire ce que tu es en train de faire, peu importe ce que tu fais, là, littéralement. Là. Tout à fait. Mais c'est un grand voyage personnel pour moi de... Tu sais, c'est artistique, oui, mais regarde, c'est le fun. Je m'amuse quand je le fais, puis j'ai aucunement le besoin de performer. Oui, c'est de créer. Moi, je sais pas si ça peut être ça aussi également. Toi, tu as parlé d'une œuvre d'art, de s'exprimer de manière artistique, mais est-ce que de s'écrire une liste, tu sais, des fois, de revenir à un acte très, très simple du quotidien, des fois, on se crée une liste, puis avec des choses qu'on, tu sais, par exemple, pour se prioriser, puis c'est une autre façon de s'exprimer là-dedans. Tout à fait. La danse, ça peut être l'écriture, comme tu dis, ça peut être le bénévolat. Pour chaque personne, ça va être différent, mais pour savoir c'est quoi qui est en lien avec toi, il faut que tu l'essayes, il faut que tu commences en quelque part. Tu sais, quand je te dis « prends soin de toi », Alex, ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est de trouver pour moi ma propre façon. Moi, c'est le sport, c'est aussi l'art en général. J'aime toutes ces facettes-là. Donc, tu chantes, tu composes, je joue de la guitare, exactement. Je cours énormément aussi. Donc, le sport, ça demeure une bonne façon de sortir le stress, de ventiler, d'enlever l'anxiété quand il y en a un petit peu un trop-plein. Puis comme tu as dit, bénévoler, je vais me permettre l'expression parce qu'on vient tout juste de finir la semaine de l'action bénévole partout au Québec. Alors, pourquoi pas se trouver une vocation, une mission, quelque chose, on veut aller donner du temps. Tellement un bel exemple de nous avoir... Viens donc plus souvent, Colin. Ça va me faire plaisir. Ça de même. J'en ai échappé à pitcher mes feuilles. Il pitch partout mes feuilles. Je te dis merci à toi, Mounia. Merci, à bientôt. Merci.
On est dans ce moment de l'année où on commence à rêver à nos jardins, à nos potagers également, puis d'aménager notre cour arrière des magnifiques fleurs. C'est une véritable institution sur le territoire lavallois. C'est plus d'1 million de pieds carrés, 3e génération. D'ailleurs, lui sera bientôt repreneur des Serres Cléroux. C'est Mathieu Cléroux qui est avec nous. Salut Mathieu. Salut, enchanté, merci. Hey, vraiment enchanté. Tu es devenu une véritable vedette sur les réseaux sociaux. Comment vis-tu cette célébrité? Ah, ben tu sais, c'est dur là, d'aller à l'épicerie, tout ça, de me faire connaître à chaque fois, sortir de chez moi, mais non, quand même, je n'irai pas jusqu'à la célébrité, mais ouais, tu sais, j'essaie justement de faire connaître un peu ce milieu-là qui est pas assez connu d'après moi, puis qui est quand même assez connu pour peut-être la population un petit peu plus vieillissante. Ouais. Je pense que les jeunes de mon âge, de ma génération, s'intéressent un peu moins à tout ce qui est le jardinage. C'est sûr que le COVID a un peu aidé à ce niveau-là à faire encourager le local, faire comprendre exact le bienfait que ça peut avoir sur nous. Mais non, pas encore assez, malheureusement. Ben, en tout cas, on va s'assurer que, justement, le message soit entendu par un autre public avec notre conversation. Puis, justement, tu sais, tu es un expert. Je m'en remets à toi puis à la famille Cléroux. Je le disais, vous êtes des bâtisseurs. Vous faites partie des premières familles d'agriculture depuis toujours chez nous, sous toutes ses formes. Et parlons concrètement. Là, on a encore quand même des nuits assez froides. Ouais. Et à ce moment-ci, il ne faut pas commencer tout de suite à planter, par exemple, dans le jardin. Là. Bien, c'est sûr que on peut commencer à planter les vivaces, les arbustes, entretenir sa cour, tout ça. Mais même jusqu'à semer du gazon, il est encore trop tôt. Là. Même les tomates. Vraiment, ça, il est vraiment trop tôt. Moi, j'irais jusqu'à dire que quand il ne fait pas en haut de 10 degrés, on n'est pas encore safe au niveau de tout, sorties des tropicales, tout ça. Il peut y avoir des risques de gel. Puis on l'a vu l'année passée, il y a eu beaucoup de monde que je connais qui ont sorti leurs plantes trop tôt, puis que malheureusement, ils sont décédés. Fait que faut pas refaire l'erreur cette année. Il faut pas avoir trop hâte, même si on a tout hâte de mettre notre cour belle puis de faire ça, mais faut attendre encore. Il faut encore attendre. Et c'est à quel moment dans le stade, par exemple, de développement, moi j'avais cette question-là de la plantule, là, on doit attendre là, pour repiquer, parce que là, présentement, les gens ont déjà préparé le tout à l'intérieur, là, dans le but de replanter par la suite, peut-être dans leur jardin extérieur ou leur petite sur leur balcon. Là, des fois, on a des jardinières un peu plus immenses, des bacs pour mettre tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un moment là, dans le développement de la plantule qu'on doit peut-être idéalement attendre pour repiquer? C'est une bonne question. Ça dépend. Il n'y a pas vraiment de grosseur vraiment. Je dirais que quand ça atteint un certain, je dirais à peu près au moins 2-3 pouces quand même, dépendamment de c'est quoi la plante. Mais effectivement, je pense qu'attendre un peu plus longtemps, c'est toujours bon. Mais d'ici, pas planter d'ici le début de mai d'après moi ou fin avril. Au fin avril c'est la température, mais oui, exact. Erreur très fréquente que tu vois, par exemple, lorsqu'on veut démarrer une nouvelle saison? Oui, l'erreur, ça dépend, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Souvent, le monde, ils vont dire, à l'intérieur, on pense que le monde, ils vont manquer d'eau, les plantes vont manquer d'eau. Souvent, je dirais que les gens ont la tendance à mettre trop d'eau. Trop arrosé est encore plus néfaste que pas assez arrosé. À l'extérieur, il y a plusieurs, ça peut être différent. Justement, au niveau de l'arrosage, s'il fait super chaud, il faut arroser plus, mais il ne faut pas non plus conserver cette tendance d'arrosage-là. S'il pleut, s'il fait super sombre ou peu importe, on ne peut pas se mettre à arroser autant. Puis souvent aussi, arroser, il y a du monde qui arrose en gros soleil, qui font en fait noircir les fleurs, tout ça, jaunir les feuilles. C'est des erreurs que je vois fréquemment. Sinon, d'utiliser de la terre à l'extérieur pour leurs plantes d'intérieur, c'est des erreurs que je vois souvent. Mais sinon, ça revient souvent, les mêmes erreurs. Ce genre d'erreurs-là. Aussi, le fameux paillis, parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais quelles sont tes recommandations pour le paillis? Là? Bien, le paillis, c'est sûr que c'est très bon au niveau de la mauvaise herbe. Ça va prévenir la mauvaise herbe au niveau du sol, fait que vous allez le sauver en temps, de tout le temps enlever la mauvaise herbe dans votre cour. Puis des fois, ça peut être bon aussi pour garder un certain, ensuite couvrir le sol, couvrir la plante. L'hiver, ça peut aider des fois dans les risques de gel, trucs comme ça. Mais surtout pour la mauvaise herbe, le paillis, c'est très bon. C'est ça peut être beau aussi. Oui, littéralement. Mais là, je me tourne un peu, j'évoquais ça un petit peu d'emblée parce que, tu sais, on blague un peu avec ça, mais c'est devenu quand même un phénomène sur le web. Il y a des vox pop que tu as fait avec des jeunes filles qui étaient toutes mignonnes. J'ai vu ça passer beaucoup. Encore récemment, tu as pris un pot de fleurs et tu as improvisé spontanément quelque chose en anglais, en français. Exact. Comment c'est né cette idée de faire ça? Ça, en fait, on m'a souvent dit... je fais toutes mes vidéos en français pour rejoindre, en fait, c'est ma langue maternelle, c'est les clients la plupart du monde, mais
Mais il y a beaucoup de monde aussi qui dit « Ah, tu devrais peut-être aller en anglais, rejoindre plus de monde. » Ou les personnes en anglais qui disent « Ah, ben là, ça a l'air bon tes vidéos, mais on comprend pas. » Fait que je me suis dit « Regarde, c'est pas compliqué, on va trouver une solution, on va faire les deux en même temps. » Fait que c'est là que j'ai créé les vidéos bilinguement, comme que j'appelle. Fait que c'était des astuces qui s'appellent les astuces de maths. Fait que chaque semaine, il va y avoir une vidéo sur des astuces, justement, comme un peu que j'ai dit, les erreurs à ne pas faire ou les erreurs, en fait, quoi faire, en fait. Puis j'ai pris ce genre de vidéos-là bilingues pour essayer de donner ces conseils-là. Là. Ouais. Tu sais qu'on a un grand public qui nous écoute toutes les langues sur le territoire Lavallois ici. Comme ça, arrangé, pas pantoute avec le gars des vues, il y a une plante d'ailleurs qui va pousser très tôt. Comme tu peux voir qu'il y a beaucoup d'ambition qui pousse. Exactement. Qui a une longue vie. Hein? Oh, vraiment, c'est quelque chose, c'est sûr qu'elle va grossir super rapidement. Moi, ce que je dirais, en fait, de ça, pour le monde qui ne savent pas, c'est une plante artificielle. Il y a beaucoup de monde, honnêtement, qui arrose des plantes artificielles que j'ai vues. C'est pas des farces, j'ai vu cette erreur-là. Moi, je dirais justement, pour la vidéo, c'est sûr que c'est important, le plant, de toujours le arroser, to put the water in it, sauf si c'est le plastique. Si le plastique comme ça, c'est pas bon de l'arroser parce que ça va le faire, le pot, ça va moisir, ça va pas bon. Puis le mettre de l'eau, ça ne va pas grossir plus puisque c'est le plastique, ce n'est pas le real, ce n'est pas le vrai. Fait que c'est important de ne pas faire ça puis de conserver les plantes, les plus belles plantes de plastique. Je comprends que c'est bon pour certaines personnes, mais les meilleures plantes, c'est les real, c'est les vraies plantes. Puis pour ça, il faut venir les acheter localement. Mais à tout le moins, vous êtes toujours là pour accueillir les gens, donner des recommandations. On suit les astuces de Mathieu sur les réseaux sociaux. Toutes les autres vidéos qui s'en viennent aussi, là, j'essaie, on va faire ça le plus souvent possible, essayer d'encourager le monde à suivre l'horticulture. Puis c'est une belle passion qu'il faut apprendre. Je pense que oui. Et c'est depuis 3 générations vraiment une grande référence, une institution. Mathieu, merci d'être passé. Ben, merci à vous. Merci. Ça a été hyper cool. Put on the water. Je te souhaite bien ça, ben gros. La bonne improvisation, mais regarde, on fait mieux dans les vidéos. C'est excellent. Merci à toi. Merci. À bientôt. C'est ma musique préférée. Je suis né dans la Mecque du country au Québec. Fait que vous pouvez comprendre que je me fais vraiment plaisir dans les prochaines minutes avec notre invité Joémie Verdon. Si j'étais une paire de jeans, je serais une Levi's 501. Ma deuxième vie serait plus cool, on s'améliore en vieillissant. La belle vie fripée, un peu déchirée, qui repose sur les hanches d'une cowgirl qui veut danser au rythme de ma chanson. T'es avec Joémie. Salut! Hey, salut! Comment ça va? Ça va super bien. Vraiment content de t'accueillir. On a entendu un extrait de la chanson qui roule actuellement sur les ondes radio à Lévis 501. Bel accueil. Toi qui peut-être s'est fait connaître tout d'abord pour ceux qui sont des fins connaisseurs de musique traditionnelle dans la cantinière. Ben oui. Qu'est-ce qui t'a amené du monde du trad au monde country? J'ai toujours aimé le country. J'en ai toujours joué depuis longtemps, mais quand la vague New Country est arrivée, mettons le pop country, j'ai vraiment accroché. Je me suis mis à écouter des groupes plutôt américains, là, Florida Georgia Line, Kane Brown. Puis j'ai trippé aussi sur des chansons comme Chicken Fried, et Wagon Wheel. Oui, avec Darius Rucker. Écoute, toute cette bague-là, ça me fait vraiment tripper. Fait que j'ai décidé d'enclencher dans ce sens-là. Mais de le faire en français aussi, c'est quand même un défi, là. Je veux pas, parce que c'est quand même des codes qui sont ce que j'aime, nouveaux aussi. J'ai la chance de collaborer avec un de mes chums, Ricky Paquette, qui est assez anglophone, disons. C'est un Québécois, mais il parle plutôt anglais. Donc, quand on compose ensemble nos chansons, il y a comme quelque chose de sonorité, des fois, on dirait que c'est de l'anglais, mais c'est du français. Fait que c'est pas... on parle pas de la pluie puis du beau temps tant que ça. Oui. De toute façon, que tu sois en anglais ou en français, ça parle de bière, ça parle de boîte de pick-up. Non, mais on reste à peu près dans les mêmes thèmes aussi. C'est sûr, il y a un whisky de temps en temps dans l'histoire. Puis dans Alibi 501, on fait un parallèle avec une paire de jeans, la deuxième vie d'un vêtement. Donc, la belle paire de jeans Levi's qui devient un short jeans. Ensuite, la chemise Wrangler à carreaux qui devient, un peu la silhouette de Daisy Dukes, si on veut. Je m'en allais te demander, c'est une paire de jeans que tu as retrouvée dans ton garde-robe étant plus jeune, que tu as voulu peut-être ramener au bout du jour? Disons, oui. Oui, c'est ça. Mais tu as quand même déjà collaboré aussi avec des artistes que peut-être les gens ont entendus sur les ondes radio. René Ré, entre autres. Comment c'est
disons, de travailler le son des autres, les chansons des autres en production, en réalisation? Est-ce que ça nourrit ta création? Bien, certainement. Écoute, j'ai la chance de voir plein d'univers, puis on peut s'entraider là-dedans. Des fois, j'apporte des idées. Elle m'en donne pour des chansons parce que, bon, son dernier album qui a été composé à mon studio, on veut pas collaborer, même si c'est sa composition à elle uniquement, mais il y a toujours une influence quelque part qu'on peut se donner l'un à l'autre. Puis ça a été comme ça avec plusieurs artistes. Là, tu dis, j'ai mon studio. Donc, est-ce que parfois, d'être dans son studio, de faire ses propres chansons, je sais que il y a Ricky Paquette avec qui tu as collaboré, mais des fois, est-ce que c'est dur d'avoir du recul sur ce qu'on fait? Ça prend une référence extérieure, évidemment, puis je fais vraiment confiance à Ricky pour ça. C'est sûr que c'est le fun aussi d'être comme un peu maître de son affaire. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est de pouvoir le faire avec son café le matin, n'importe quand, le lundi, le mardi, le mercredi. Fait que non, ça, c'est un beau trip que je me paye, disons. Là, il y a une des chansons que tu nous as offert en extrait, qui n'est pas un extrait officiel, mais qui était comme un bonbon pour nous, fans de musique, pour un peu nous démontrer le potentiel avec ta blonde. Oui. Parle-nous de cette chanson-là, de cette collaboration-là. Ça a été comment? Je voulais faire une reprise sur l'album, puis c'est bizarre, mais j'ai entendu la chanson « Je t'attends » de Axel Red, que je connaissais déjà depuis de nombreuses années, mais elle m'a flashé je me suis dit, hey, ça, en version style country, ça va être incroyable. Surtout que ça n'a pas été repris souvent. Non, c'est vrai. Puis on n'imagine pas nécessairement l'exercice country aux premiers abords, la première écoute non plus. Là. Puis avec ma blonde, qui est une excellente chanteuse, on s'est mis à s'amuser un soir pendant que les enfants étaient couchés dans le studio. Puis on a décidé de sortir. Ça a fait vraiment boule de neige. Puis drôlement, pas drôlement tant que ça parce que c'est une Belge, Axel Red, mais on a eu beaucoup de streams en Europe. Donc, France, Belgique, Suisse, on a eu vraiment là, quelque chose de spécial qui s'est passé. Intéressant. Là, ton album, j'ai ouvert un petit peu la brèche, mais là, ça s'en vient cet automne? Oui, l'album est fini et prêt. Il reste un peu de mastering à faire sur quelques chansons, mais oui, ça s'en vient. Dis-moi pas que tu vas lancer ça durant un certain festival western, les Saint-Tite, non? Oui, aux abords de... Ça va être pas mal dans ce temps-là, disons. OK. Mettons que d'un gars qui vient de là, qui connaît quand même un peu ça, d'habitude, on profite du momentum. Là. C'est certain. Puis, justement, je vais aller faire mon tour sans faute encore cette année. J'ai hâte. Amène tes bottes, amène ton chapeau aussi. Troque ta casquette pour ton chapeau. Oui, là, ma casquette Beach and Beer. Ton prochain extrait, ça s'en vient très bientôt. Oui. Mais là, un aperçu de ce qu'on... Puis je vais te réinviter, évidemment, pour venir en parler de ton album, ton extrait aussi Beach and Beer qui va arriver pour l'été. Mais t'as ta guitare, on va en profiter. Yes. Et tu veux nous jouer quelle chanson? Justement, on a parlé de René Ray. On a collaboré ensemble pour cette chanson-là. C'est elle qui a fait le texte, moi et Ricky la musique. C'est une chanson qui parle c'est important dans la vie d'avoir quelqu'un où, il y a des moments plus difficiles parfois. Difficiles où on a besoin de support. Puis moi, j'étais là pour bien des personnes aussi, des amis, des fois qui avaient besoin. Fait que ça peut se prendre dans plusieurs sens. Puis je pense que l'important, c'est justement d'être là pour les autres quand c'est le temps. On te laisse aller. Tu étais là. C'est Joanie Verdon, notre invité pour votre information. Tu me parles d'amour, tu me dis que la joie t'entoure dans les petits détails, que la vie c'est un tour de peine, de folie, de choix en bataille. Tu me montres que les jours sont des rythmes de chance et de tours qui tirent et qui poussent en aimant. Tu me touches sans effort dans ta façon de croire en l'espoir, croire en moi. T'étais là, toujours prêt à tout, t'es allé jusqu'au bout. Dans mes downs, quand j'étais à genoux, tu m'as relevé debout. Chaque fois que la vie m'a frappé, je t'ai toujours trouvé. T'étais là, t'étais là. Quand mon verre se vide, quand l'effet de la bière imbibe mon cœur d'homme fort, quand les mots se tiraillent, que l'envie me travaille, aide-moi
à taire mes torts. Chaque fois que la vie m'a frappé, je t'ai toujours trouvé. T'étais là, t'étais là. T'étais là, toujours prêt à tout et aller jusqu'au bout. Dans mes downs, quand j'étais à genoux, tu m'as relevé debout. Chaque fois que la vie m'a frappé, j'ai toujours trouvé. T'étais là, t'étais là. Joémie Verdon, hey, merci énormément. J'ai Merci à vous. beaucoup apprécié. La chanson T'étais là va être sur ton album à venir. monsieur. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un titre pour ce disque? Oui, je vais l'appeler Alibi. Alibi. Alors, d'où la chanson d'ailleurs. Ah oui, la musique, c'est un bel alibi pour moi, puis pour beaucoup de gens aussi. On te réinvite, c'est clair. Merci. Bel accueil vraiment pour ton album. On te le souhaite ardemment. Au Merci à toi. plaisir. Beau projet, celui-là. Quand on part, par exemple, d'intentions artistiques, pourquoi pas plonger et se faire aider? On peut parfois s'y perdre dans la paperasse, dans la production, dans plusieurs sphères pour un artiste. On sait qu'il y a plusieurs étapes pour aspirer à la concrétisation de notre projet, aussi pour voir peut-être un lieu de diffusion aussi, nous accueillir dans ses murs. Et c'est toutes ces idées-là qui lui est venu finalement, lui-même artiste d'ailleurs à part entière. Tout d'abord, je suis bien heureux d'accueillir Sébastien Bruno Grégoire, qui est directeur général de cette OBNL du nom d'Institut. Salut Sébastien. Salut Alex, un gros merci de l'invitation. Bien plaisir, merci. Justement, je l'ai dit, tu es un artiste dans l'âme. Est-ce que ça a été un petit peu ça, ce point d'ancrage, ce point d'intérêt de dire, hey, c'est tellement difficile de s'auto-promouvoir, il n'y a pas tant de monde qui veulent m'accueillir, moi je vais partir mes affaires et un OBNL pour aider les autres. C'est un petit peu ça? Tu as lu un peu directement au travers de moi parce que c'est exactement ça. C'est au fil des trucs que j'avais personnellement besoin, professionnellement besoin, de ma carrière d'artiste, que toutes ces idées-là, tous les aspects de l'offre de service sont venus ensemble pour me dire « Hey, pourquoi ça n'existe pas déjà? » D'ailleurs, Institut, le nom, pourquoi le nom d'Institut? Parce que quand même, ça pique la curiosité. Pour être bien honnête, c'est clairement parce que c'était le moins pire de la liste. OK. Puis je voulais quelque chose qui représente le fait que c'est comme un peu une école, une agence, quelque chose qui amène les gens ensemble pour l'éducation, mais que c'est pas vraiment un cursus scolaire. Je veux pas que ce soit quelque chose qui t'apprend au cas où. Je veux tout l'inverse. Je veux quelque chose qui t'apprend quand c'est le temps. Okay. C'est pour ça l'Institut. On parle de ça, les raisons, les motivations, le nom. C'est quoi concrètement Institut? Qu'est-ce que tu peux faire pour les artistes à l'écoute? Institut, dans le fond, c'est que je prends l'inverse. Je prends des artistes qui veulent créer, qui veulent se faire voir, qui veulent concrétiser leur art, puis je les amène à créer un spectacle ensemble. Fait que tout au long du cursus, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir ensemble, on va regarder c'est quoi tes objectifs. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus cet instrument-là, ta voix, etc. On va créer des chansons, puis on va pratiquer un spectacle pour faire le meilleur spectacle possible pour justement ces artistes-là, selon leur talent puis selon ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent plus se brander, être sur les réseaux sociaux, ou si c'est pas ça qui les intéresse, mais surtout, je veux briser la solitude artistique au travers de ça. Oui, puis c'est important de mentionner les valeurs derrière l'Institut. Je trouvais ça important, intéressant de le mentionner. Effectivement, parce que souvent un artiste peut se sentir seul. Ça, on l'a déjà un petit peu évoqué dans le processus. Mais aussi important de valoriser puis de permettre aussi aux gens de tout horizon, je pense, surtout à la diversité sous tous ces angles, de favoriser leur inclusion. Absolument. Ouais. Dans le fond, l'Institut veut promouvoir des artistes qui vivent des difficultés d'inclusion. Puis quand on parle sur des difficultés d'inclusion, on peut inclure dans ça tous les genres de stéréotypes. Si on regarde la scène musicale en ce moment, la majorité des personnes qui vont être sur la scène ont certains stéréotypes en commun. C'est majoritairement des hommes. Puis toutes les personnes qui peuvent se sentir un peu exclues par rapport à ça vivent de la difficulté d'inclusion par définition. C'est ça que je veux aider à ramener au travers de ça, en brisant la solitude, puis aussi en permettant que ce soit un safe space, un jardin qui est justement rassurant. Sécuritaire. Un artiste ou une artiste, c'est anxieuse pas mal par définition. Fait que moi,
Je veux justement aider à contrer ça. Bien, je trouve ça, oui, puis quand on parle de ça, c'est l'orientation sexuelle, donc la couleur, son genre, donc tout ça pour favoriser l'inclusion. Exact. On peut être donc artiste, on danse, on a un talent musical, on peut avoir tout talent et toi, tu veux les valoriser, si j'ai bien compris. Là. Ma spécialisation, la spécialisation de l'Institut, c'est musical. Okay. Donc, quand on parle de création musicale, des chansons, ce genre de choses-là. Okay. Pour la danse, malheureusement, c'est pas mon créneau. Mais ça pourrait être peut-être un projet. Je veux dire, s'il y a des gens qui viennent se joindre à toi... C'est sûr. Si c'est un événement, puis que pour cette chanson-là, ça prendrait des personnes qui dansent ou que c'est compatible, ben c'est sûr que lâche-moi un corps, on va s'arranger. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as des locaux? Est-ce que ça se passe tout ça dans un lieu précis pour construire ces projets-là? Oui, exactement. En ce moment, on est situé à Huntsic, au 500 rue Sauvé-Ouest. Mais les locaux, vu ce que ça prend, il faut faire du bruit. Ouais. Puis pour éviter de déranger, c'est sûr qu'il va falloir se redéménager quelque part d'ici soit la fin du bail ou réaménager les bureaux eux-mêmes pour que ça permette de... Justement, si tu veux être là, puis chanter, puis inventer des mélodies, il faut faire du bruit. Faut essayer... Oui, exactement, on comprend. Là, quand même. Ça prend un lieu qui est défini pour un peu plus d'intimité. Ben, aussi. Ouais. Donc, il y a quoi? Il y a un studio, par exemple. Ouais. On parlait de musique. Là. Ouais. Donc, si moi, j'ai un talent d'auteur-compositeur-interprète, par exemple, j'ai construit des mélodies à l'aide de piano. Je sais que tu es pianiste d'ailleurs. C'est pour ça que je me permets de glisser l'instrument, guitariste. On peut aller cogner à ta porte et tu as des lieux pour l'enregistrement, le studio d'enregistrement. Ouais. Exactement. Puis moi, à la différence, ou en tout cas à mon grand ego trip personnel, ce que les gens préfèrent, que je peux offrir justement quand vient le temps d'enregistrer en studio, c'est que par exemple, si c'était toi qui étais avec moi, j'aide beaucoup au développement puis à mettre la personne en confort par rapport à ce qu'elle est capable ou les challenges qu'elle voudrait atteindre au travers de sa composition musicale. Par exemple, si tu étais plus habitué à faire tel genre de musique, là, tu veux pousser un peu plus certaines notes, ce genre de choses-là, on peut y arriver ensemble. Je suis pas juste là pour être le gars qui pèse sur rec. OK, c'est fini. Ouais. Il y a un côté humain que j'aime beaucoup développer. Donc, tu peux conseiller, être un conseiller artistique, développer avec eux leur plan d'affaires, mais aussi, surtout artistiquement parlant, les guider aussi, parce que tu as l'expérience, tu as l'expertise. Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs phases à l'évolution du projet, mais également peut-être mener ultimement à des projets de spectacles de musique? Absolument. Ouais, aussi. Absolument. Dans le fond, c'est un peu comme tu l'as mentionné. On commence par la fin. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? On veut un spectacle. On veut qu'il y ait du monde, puis dépendamment c'est quoi nos objectifs, puis l'alignement, la compatibilité de tout le monde. À quel point on le veut gros? Est-ce qu'on le veut ici? Est-ce qu'on le veut dans une salle? Si on le veut dans une salle, OK. Fait que toute cette préparation-là de qu'est-ce qu'on veut à la fin. Je m'occupe de la majorité de l'administration, réservée, ce genre de choses-là. Mais après ça, la première phase, c'est se rencontrer, définir où est-ce qu'on est tout bon. Après ça, on crée ensemble. Puis après ça, on ajuste, puis après ça, on ajuste, puis après ça, on enregistre. Puis après ça, il y a le spectacle. Modèle d'affaires, parce que je me dois te poser la question, c'est un OBNL, mais est-ce qu'il y a certains tarifs pour avoir ces services-là auprès de toi? Absolument. Les tarifs ne sont pas encore définis. Ils sont en évolution. C'est beaucoup de l'essai. C'est dans la naissance en ce moment. Parce que c'est nouveau, là. C'est tout jeune comme organisme. Mais là, donc, tu es en période de recrutement, là, si je peux dire. Là. Exact. On benchmark, on recrute, on essaie des affaires, on définit les plans de cours, qui va dans quoi, pourquoi, comment on va chercher les besoins et les passions de la façon la plus optimale possible pour tout le monde. Puis après ça, on s'arrange pour faire un super spectacle avec ça. J'en ai une coupe derrière la cravate de l'organisation du spectacle avec les talents. Mais c'est justement, je veux qu'on puisse les mettre ensemble pour que ça soit possible. Donc, pour les prix, je ne peux pas te répondre tout de suite. Moi, je suis intéressé, là. La porte d'entrée, c'est quoi? Est-ce que je m'en vais sur Facebook, je m'en vais sur les réseaux sociaux pour connecter avec toi? La meilleure façon de connecter avec moi, ça va être directement par les réseaux sociaux, soit avec mon Instagram, mon Facebook. Sinon, courriel, ça peut fonctionner aussi. Puis dans le cas où est-ce qu'on veut m'appeler, le numéro de téléphone peut être disponible aussi. Alors, c'est au bas de l'écran au moment de se parler. Sébastien Bruno Grégoire, merci. Et belle idée, celle-là, que de construire Institut et de pouvoir bâtir ses rêves de manière concrète. Merci à toi. Beaucoup à toi. Le jour de la Terre, c'est bientôt incitatif et incitation également à vous connecter également aussi avec le défi Pissenlit. Ce sera allusion dans cette prochaine conversation avec Guylaine Archambault, qui est directrice générale du Musée de la Santé à Armand Frappier. Allô, Guylaine? Bonjour, Alex. Merci de m'accueillir. Merci d'être là, encore une fois.
je parlais de certains événements, de moments importants, parce qu'il faut comprendre que tout est interrelié avec ce que j'ai énoncé, notamment pour la stabilité, l'équilibre de notre écosystème, finalement. Ah oui, absolument. Au Musée de la santé Armand-Frappier, on se préoccupe de biodiversité. Comme tu viens de l'énoncer, en fait, la santé des animaux, des plantes, des écosystèmes, la santé de l'humain. Alors, la santé des uns et des autres est interdépendante. Alors, d'où notre grand intérêt et notre grande reconnaissance au musée de pouvoir accueillir les jardins de la diversité. Bien, c'est ça, parce que ça, c'est une invitation que font notamment l'organisme Nouveaux Voisins, la Ville de Laval, et conjointement avec vous, bien sûr, au Musée de la santé Armand-Frappier. Qu'est-ce que c'est finalement, ces jardins de la biodiversité? Absolument. Je vous parle de cette initiative-là de la Ville de Laval, réalisée par l'organisme Nouveaux Voisins. Alors, ce sont 5 parcelles de terre qui sont aménagées devant le musée au bénéfice des visiteurs du musée, mais aussi de tous les citoyens, toutes les citoyennes qui viennent découvrir les panneaux d'interprétation, puis ces 5 lopins de terre-là. Donc, un aménagement de style prairie. Puis, dans chacun de ces aménagements-là, il y a à peu près les mêmes vivaces, les mêmes graminées, donc de la fraise des bois, l'échinacépa, la Hello Yellow, etc. Et puis, avec les panneaux d'interprétation, on peut s'inspirer et voir que chacune de ces parcelles-là commande les mêmes espèces, mais des aménagements, un investissement financier, un investissement en entretien différent. Et on peut faire notre choix pour aménager un petit lopin de terre chez soi qui est favorable à la biodiversité. Ça devient des petits hôtels à insectes ou des oasis de diversité. Et peut-être même, est-ce que je peux dire, un laboratoire pour ceux qui veulent recréer la même chose chez soi pour, dans leur plate-bande, comprendre comment il fait la biodiversité pour mieux l'aborder à la maison avec les enfants en famille, peut-être aussi. Exactement, pour faire de nos milieux des milieux naturels pour toutes les espèces, favorables aussi aux oiseaux, aux insectes, aux plantes nourricières. Hein, on oublie souvent, mais les plantes qui nous donnent fruits et légumes, qui nous nourrissent, qui nous permettent de consommer localement, d'émettre moins de GES, parce que voilà, cette saison, c'est local. Eh bien, on a besoin des insectes et des plantes pour nous les donner. Et puis, en même temps, ça favorise aussi la lutte contre les îlots de chaleur, tout ce verdissement. Alors, vous voyez, tout est dans tout et se préoccuper de la santé des uns apporte la santé aux autres aussi. Certainement. Puis, bon, il y a le Jour de la Terre qui est là dans l'espace-temps, mais certainement que le mois de mai, on peut s'en inspirer. Le défi Pissenlit, ça aussi, dans nos quartiers. Pourquoi pas? Hein? Bien oui, c'est un autre moyen à notre disposition pour favoriser la biodiversité. Alors, c'est le défi qui est lancé à tous les Québécois et les Québécoises, retarder le plus longtemps possible la première tonte pour favoriser l'émergence des pissenlits, parce qu'au réveil, les abeilles, au printemps, là, un des premiers éléments dont ils se nourrissent, ben, c'est le nectar et le pollen des pissenlits. Exactement. Alors, pour favoriser les insectes. Je ne veux pas aller trop loin non plus dans tout ça, mais on sait que les abeilles, l'année passée, ont connu une saison très difficile, les apiculteurs aussi. Donc, je pense que c'est une belle occasion de favoriser justement leur maintien de cette espèce en équilibre. Puis, on l'a dit tantôt, c'est tellement porteur aussi pour l'avenir de l'humanité aussi d'avoir. On a besoin de ces insectes pollinisateurs pour une agriculture durable, absolument. Aussi. Justement, j'évoquais le Jour de la Terre parce qu'on y est dans quelques jours. Le 22 avril. Vous avez une programmation spéciale au musée, là. Oui, en fait, c'est ça. Pendant tout le mois de mai, on se préoccupe de la santé de notre planète. Donc, les vents, et là, je mets mes lunettes parce que j'ai des dates et des heures à vous Oui, il y en a beaucoup quand même. Oui, alors le musée sera présent au centre commercial Dio-Laval, hein, au centre de Le Corbusier, à l'angle Le Corbusier et Saint-Martin. Donc, il y aura la rencontre Terre, exploration immersive où nos animateurs vont parler de la santé des plantes. Donc, il y aura un kiosque d'aménagé, là. Exactement. Ensuite, on aura les 24 heures de science. Ça, ce sera au musée même, le vendredi 3 mai, en soirée, de 18h à 21h. On reste dans cette préoccupation de la terre nourricière. On offre à nos visiteurs d'explorer gracieusement l'exposition Manger, donc l'expo qui nourrit. Et puis aussi, les visiteurs vont pouvoir discuter avec des chercheurs du Centre Armand-Frappier
santé biotechnologie et discuter des projets de recherche en cours sur ce centre de recherche universitaire. Ça allait être au Festival Petit Bonheur aussi? Oui, Ouais. donc ce festival qui est partout au Québec, c'est du 2 au 12 mai, mais au musée, plus particulièrement le samedi matin, le 11 mai, de 8h à 10h. Donc, initiation à la culture, bricolage pour les tout-petits et leurs parents, les tout-petits d'âge préscolaire. Et n'oublions pas de mentionner, c'est peut-être un petit peu plus loin, mais déjà le 22 mai, un rendez-vous, d'ailleurs parenté avec un scientifique exceptionnel qui nous a quittés il y a peu de temps quand même, M. Hubert Reeves, donc Dr François Reeves qui va être là, je pense. Oui, Dr François Reeves, cardiologue, communicateur scientifique, le 22 mai de 13h30 à 15h30. Il nous offre la conférence Sciences et environnement, une cité cardioprotectrice. Alors, il va nous expliquer en quoi être près de l'environnement, c'est favorable à la santé, notamment à la santé cardiovasculaire. Alors, on a... Même la santé mentale, on peut déjà le dire, je pense. Absolument. Donc, le rythme cardiaque s'apaise, la pression sanguine est réduite, la production de cortisol, l'hormone du stress aussi est à la baisse quand on est dans la nature. Alors, toutes sortes de bonnes raisons de se préoccuper de la nature et d'en profiter et de se rendre, voilà, dans nos espaces verts. Il nous reste un petit peu de temps ensemble, Mme Archambault, puis on le sait que déjà ce sprint est déjà enclenché pour la saison estivale. Est-ce qu'il vous reste de la place? Je sais que vous avez des camps d'été, je crois. Est-ce que je m'avance trop loin? Ou, oui, il reste encore, encore de la place. Oui, il reste encore de la place. On a 3 groupes d'âge, les 6 ans, les 7-8 ans, les 9-12 ans. Alors, on a l'humain sous observation, l'environnement sous la loupe, et puis l'infiniment petit ausculté aussi. Là, je mélange peut-être les titres exacts de nos thèmes, mais toutes sortes de façons d'explorer les sciences, l'infiniment petit, de socialiser aussi avec des jeunes du même âge. Qui ont la même passion. Exactement, puis de rencontrer nos animateurs qui sont des étudiants universitaires en sciences. Tout ça, donc, dans nos laboratoires. Profiter aussi du bel emplacement qu'a le musée là, au centre de Laval. Et j'ai besoin de dire qu'il est beau, ce musée. On vous avait accueilli lorsqu'on avait ouvert tout ça, l'ouverture, mais je pense que tout ça, c'est inspirant aussi, c'est lumineux, alors dans des grands espaces qui sont dédiés à la science, comme ça, moderne. Oui. Alors, je pense que ça ajoute au plaisir également. Les visiteurs apprécient énormément et ça prolonge leur expérience de visite et ils nous mentionnent, en fait, ils mentionnent à la population quand ils écrivent sur les médias sociaux là, que c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Alors, c'est très flatteur pour nous et tout le monde est bienvenu. Madame Archambault, je vous dis merci. Merci à bientôt. À bientôt, certainement. File entre mes doigts comme le vent qui s'échappe. Je me sens prisonnière, enchaînée dans ma tête. Je ne sais pas combien de jours il me reste ici. On vient d'entendre un extrait vidéoclip de Fermer les yeux de la gagnante de La Voix en 2023, soit Sophie Grenier qui est avec nous pour nous présenter son disque à l'envers. Allô Sophie? Allô? Comment ça va? Ça va bien. C'est un processus quand même qui a été très rapide. Tu as sorti de La Voix et tout juste quelques semaines plus tard, tu as commencé déjà à construire l'album, si je comprends bien? Ben oui, pas mal. Alors, quand je suis sortie de La Voix, je suis évidemment retournée à l'école. Puis j'ai fini mon année secondaire. Puis vraiment, tout de suite au mois de juillet, on a commencé l'album. Puis on a pas mal terminé la composition au mois d'août. Quand même, c'est rapide. Est-ce que parce que parfois, ça peut sembler difficile, on sort d'un tourbillon, d'une vague intensive d'amour et d'attention médiatique, puis là, que quelques semaines plus tard, déjà au travail, est-ce que ça a été difficile de trouver ce que tu voulais dire, de trouver une direction musicale aussi avec l'album? Je dirais que non, surtout que moi, même avant que je commence La Voix, je me connaissais quand même déjà assez bien comme artiste. Alors en même temps, j'avais tellement hâte de pouvoir entrer finalement en session puis commencer à composer. C'est sûr que Benjamin Nadeau, qui est le réalisateur, il m'a aussi aidé à trouver la bonne voix pour l'album, mais ça s'est fait quand même assez bien. Oui.
on va se le dire quand même, quand on quitte une émission comme La Voix, on peut connecter, on peut rencontrer des auteurs, compositeurs, interprètes de haut niveau assez facilement. On va se le dire là, quand même, par expérience pour ceux qui sont passés par La Voix par la suite. Mais toi, tu as voulu écrire tes propres chansons. C'était un désir de le faire. Pourquoi? Mais moi, tout de suite, quand j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à composer également. Alors, j'ai toujours adoré écrire, puis je voulais vraiment que mon premier album soit des compositions qui m'appartiennent. Puis Mario Pelcha, qui était mon coach, lui, il écoutait aussi les chansons quand je les écrivais, puis il était vraiment impressionné, alors j'étais vraiment contente. Oui. Bien, on voit une profondeur, une maturité déjà que tu avais à l'âge de 17 ans à La Voix. C'est vraiment assez facile à repérer dès la première écoute de l'album des chansons à l'envers. Qu'est-ce que tu avais envie de raconter sur tes chansons, peut-être pour initier les gens qui ne l'ont pas fait encore de ton album? Ben oui, alors sur l'album, il y a beaucoup de thèmes différents. Il y a beaucoup de chansons pour l'amitié, pour l'amour aussi. Il y a aussi, mais à l'envers, c'est une chanson que j'ai écrite un peu plus sur le changement climatique, sur le réchauffement, un peu les distractions qu'on a avec la technologie aussi par rapport à tout ça. Mais c'est ça, alors pour l'album, j'ai vraiment pu aborder beaucoup de sujets différents. Alors je suis vraiment contente, mais vraiment, ils ont tout un fil conducteur, alors c'est cool. Moi, il y a une chanson qui est venue me happer, peut-être plus que d'autres. D'ailleurs, c'est la première chanson sur l'album, Sans toi, qui, je trouve, je ne sais pas, tu incarnes littéralement le texte, la chanson également, l'esthétisme musical est, je trouve, parfait. Est-ce que je me trompe? Mais c'est la chanson que j'entends aussi beaucoup de gens me parler instinctivement sur l'album. Mais Sans toi, c'est en fait ma chanson préférée de l'album aussi. Oui? Okay. C'est sûr que je les aime pour des raisons différentes, mais ouais, Sans toi, c'était en fait la première chanson qu'on a écrite, moi et Benjamin. Puis, mais en fait, pas mal, la chanson qui s'est retrouvée sur l'album, c'est genre le démo, mais qu'on a ajouté plus d'instruments dessus. C'était genre la première fois que je rentrais en session, j'étais juste assise sur le divan, j'ai enregistré la chanson. Je l'avais pas mal toute composée en studio pendant la session. Puis la chanson s'est pas mal créée elle-même. Alors comme les voix qu'on entend sur la version finale, c'est aussi les premières voix que j'ai chantées de l'album. Alors c'est vraiment spécial pour moi. Hey, mais quand même, c'est signe que parfois des grandes chansons, des belles chansons, des bonnes chansons, ça se boucle en quelques minutes, là. Ça fait, je pense que ça exprime bien ce que tu viens de raconter, l'adage qui circule beaucoup dans des chansons qu'on aime entendre ou qui parlent aux gens aussi également. Et bon, comment tu vois la vie pour la suite? Est-ce que déjà il y a une tournée de spectacles dans ta tête, dans ton esprit qui pourrait se présenter? J'espère que oui. Moi, je me sens tellement à l'aise sur une scène. En fait, je suis une personne quand même assez réservée. Puis quand je fais une présentation orale, j'aime tellement pas ça. Mais si j'embarque sur une scène pour chanter, j'adore tellement ça. Je me sens tellement à l'aise. Alors, c'est sûr que j'aimerais ça, pouvoir faire une tournée, pouvoir faire des spectacles, des festivals. Alors, j'espère que ça va venir. Bien, on le souhaite. Puis, en tout cas, je pense que aussi pour disons, une panoplie d'artistes franco-ontariens, tu peux être inspirante parce que, pour connaître bien les gens en Ontario, j'y ai habité quand même 2 ans et je sais que la fierté des gens de parler français, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu au Québec, ça aussi, de ce désir de choisir et de garder la langue française aussi bien vivante. C'est quand même bravo pour avoir choisi de chanter en français. Ah, merci. Puis, j'ai encore un peu de temps. Je l'avais dans ma liste de sujets, puis je ne voulais pas oublier parce que c'est une chanson que tu t'es vraiment, disons, appropriée à ta propre façon. Beaucoup de gens t'ont parlé de l'oiseau. Tu aurais pu la mettre et ne pas la mettre sur le disque. Et pour toi, c'était une évidence de l'inclure sur l'album? Ouais, je pense que oui. Surtout que... Bien, évidemment, j'ai vu la réaction du public à la maison quand ils ont vu mon audition à l'aveugle. Puis j'étais vraiment touchée qu'eux autres ont tellement aimé ma version. Mais aussi, l'oiseau, c'était la première chanson que j'ai chantée sur une scène. J'avais 12 ans, c'était à la fin de ma 7e année. Alors,
Puis c'était aussi cette version-là que j'ai chantée à la voix. Alors, je voulais vraiment pouvoir la mettre sur l'album. Oui, et en tout cas, la portée et la hauteur que tu lui as donnée, je pense pas seulement vocalement, mais je pense évidemment au 2e et 3e niveau, le niveau de profondeur que tu lui as apporté, c'est incroyable. Alors aussi, c'est sur cet album à l'envers que les gens pourront constater. Je te souhaite un beau développement de carrière, ma chère Sophie. On surveille tes réseaux sociaux et l'album à l'envers est disponible partout. C'était un plaisir de te parler et espérons te voir très bientôt chez nous en spectacle. Ben oui, merci. C'est un film qui est arrivé au box-office en première position à sa première semaine de sortie. Très content de parler d'un film qui, à première vue, lorsque vous voyez son nom, son titre et même le synopsis, ben, vous pouvez vous faire vraiment déjouer parce qu'il y a une portée, il y a une profondeur à ce film-là. On en parle avec Nicolas Vincent Poirier de Civil War. Salut Nico. Salut Alex. Je le disais d'emblée, grand succès au box-office, un film qui a étonné pour ceux qui l'ont vu. Est-ce que ça a été la même réaction pour toi? Oui, énormément. Bien, premièrement, écoute, c'est le premier film avec autant de succès au niveau financier dans sa première fin de semaine au box-office de la compagnie A24 qui a produit ce film-ci. Écoute, 25 millions de dollars en Amérique du Nord, numéro 1 au box-office. À travers le monde, bon, ça n'a pas fait tant d'argent que ça en dehors de l'Amérique du Nord. Et je te dirais que, est-ce que ça va être un grand succès international? Ben, peut-être que non. Pourquoi? Bien, à cause de ce que c'est Civil War. On peut imaginer, avec la bande-annonce, que c'est un gros film d'action sur un futur post-apocalyptique avec une guerre civile aux États-Unis. C'est pas vraiment ça. Oui, il y a une guerre civile aux États-Unis. Oui, ça se passe dans un futur, peut-être dans quelques années. Quand genre, il va y avoir Trump qui va peut-être être de retour au pouvoir, mettons? Ah, peut-être, sait-on jamais si ça arrive, mais de toute façon, bon, celui qui interprète le président des États-Unis dans ce film-ci, c'est Nick Offerman, qui est à la base, il fait toujours des comédies et c'est rafraîchissant de le voir, même si on ne le voit pas très, très longtemps, dans un rôle un peu plus dramatique. Mais ce film-ci, vraiment, là où je pense les bandes-annonces peuvent nous faire penser que c'est un film d'action, mais en réalité, on suit des photojournalistes qui veulent se déplacer à travers les États-Unis. C'est une course contre la montre un peu pour se rendre à Washington pour passer une entrevue au président avant que les forces rebelles ne prennent d'assaut Washington. C'est comme s'il y avait une guerre de sécession, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire 101, là, mais dans un temps plus contemporain, là, si on peut dire. C'est ça. Mais en même temps, là-dedans, dans ce film-ci, on n'explique pas pourquoi il y a une guerre civile. C'est un film que, culturellement, je pense que c'est beaucoup plus les Américains qui vont embarquer là-dedans parce que, bon, premièrement, le film ne prend aucun parti. Pourquoi est-ce que la guerre civile arrive? On ne le sait pas. On n'a aucun indice. Parmi les seuls... Peut-être. Mais non, parce que parmi les seuls indices qu'on a, on s'entend que la Californie et le Texas, ils sont pas mal à l'opposé au niveau de leurs valeurs et tout ce qui vient avec. Dans ce film-ci, c'est des alliés. Donc, Alex Garland, le scénariste et réalisateur, n'a pas voulu faire de commentaires à propos de ce qui se passe présentement aux États-Unis. Il n'a pas voulu faire de critique sociale nécessairement au temps présent. Là. Non, absolument pas. Ce que ce film-là est, je pense, c'est une sorte d'hommage envers les journalistes parce que les journalistes, c'est extrêmement important dans notre société et je pense qu'on l'oublie un peu aujourd'hui avec tout ce qui se passe, avec les théories de complot, avec les médias alternatifs, les conflits. Je dis pas que les médias alternatifs, c'est mal. Je veux dire, c'est important d'avoir plusieurs points de vue. Donc cette émission pour votre information. Oui, mais tu vois, dans ce film-là, même les journalistes, les photojournalistes qui sont là pour couvrir les événements, on ne sait même pas de quel côté ils sont. Est-ce qu'ils sont du côté des rebelles ou d'un autre côté? On ne le sait pas du tout. Et c'est vraiment un road trip que ces journalistes-là font à travers les États-Unis et découvrent toutes sortes de choses au passage. Donc, c'est vraiment, là, c'est pas le film d'action que la bande-annonce nous fait penser que ça peut être. Mais c'est quand même bon que tu l'amènes parce qu'effectivement, juste titre, c'est peut-être annonciateur justement d'un avenir pas si lointain aussi sur le questionnement ou du moins le travail des journalistes qui est si nécessaire, qui fait œuvre utile. On le voit dans plusieurs considérations, mais
mais je pense que ça le remet au devant du pavé. Et parle-moi de Kirsten Dunst, qui tient un rôle important. Et elle est excellente, là. Elle est excellente dans son rôle. Vraiment, ce film-là, j'ai vraiment rien à redire. La réalisation, elle est excellente aussi. C'est Alex Garland qui a fait la réalisation. Et pour ceux qui, peut-être le nom dit vaguement quelque chose, là, il a commencé comme, il a écrit des romans au départ dans sa vie. En 96, il a écrit le roman The Beach que Danny Boyle a amené au cinéma avec DiCaprio, je pense que c'est en 2002. Flop total. Oui, ben c'est ça. Au niveau financier, ça n'a pas marché tant que ça. Et après ça, tu vois, il a commencé à écrire des scénarios 28 jours plus tard, en 2003, de Danny Boyle aussi. C'est Alex Garland qui l'a écrit, ce scénario-là, qui est un peu une critique sociale dans un certain sens. En 2014, il a écrit et réalisé Ex Machina, un film excellent. Mais il a mentionné récemment que c'était le dernier film qu'elle a réalisé. Elle allait se concentrer beaucoup plus maintenant sur la scénarisation. Et venant de ce scénariste-là, c'est son projet à lui, ça amène une profondeur. Veut pas, c'est un artiste et quand on laisse un artiste montrer sa vision des choses, ça donne quelque chose de particulier. Écoute, ils ont pris A24, ils ont pris une grosse chance avec lui. On parle pour Civil War d'un budget de 50 millions de dollars et quelque chose qui est... La bande-annonce, oui, ça va faire vendre des billets un petit peu à travers le monde, mais une fois que les gens vont avoir compris que c'est pas vraiment nécessairement juste un film d'action, est-ce que ça va être si rentable que ça ailleurs dans le monde? Je suis pas sûr. Donc, c'est une grosse chance que A24 a faite et je pense que c'est une chance qu'ils ont fait ça parce que ça amène une vision d'un futur post-apocalyptique. Et avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est peut-être mettre en garde la population de ce qui peut potentiellement arriver. Et peut-être, est-ce que ça peut même y aller avec les tensions aussi sociales à travers le monde également, de certaines mises en garde aussi. On voit le conflit israélo aussi avec Palestiniens, avec Gaza présentement qui chauffe énormément. Ça peut envoyer aussi une sorte de message là-dessus. Là. Ah oui, tout à fait. Ça envoie un message sur l'horreur de la guerre, parce que ce que ces journalistes-là voient, et même les acteurs, Kirsten Dunst, elle a mentionné qu'après le tournage, elle a été un peu en choc post-traumatique pour plusieurs raisons, dont une des raisons, c'est elle est habitée par son rôle. Là. Oui, mais pas juste ça. Les balles à blanc, il y a différents types de balles à blanc. Et les balles à blanc qu'ils ont utilisées dans le film, c'est que ça donne le même bruit que des vraies balles. Donc, quand les acteurs entendaient tirer, ils entendaient des vrais coups de feu. Des vraies détonations. Là. C'est ça. Donc, ils étaient vraiment plongés dans cet environnement-là. Et quelque chose d'amusant à mentionner, c'est que, un des acteurs dans le film n'a pas pu, finalement, à la dernière minute, il n'a pas pu être dans le film. Et finalement, quel acteur comprend? Kirsten Dunst, elle a dit, hey, mon mari, Jesse Plemons, et il est dans la bande-annonce. Jesse Plemons, c'est un acteur excellent et il apparaît un petit peu dans le film, quelques minutes, mais son rôle est très bon. Donc, Civil War, j'ai adoré ce film-là. Il faut juste prendre conscience qu'on ne va pas voir un film d'action. Oui, il y en a, un peu au début, un peu à la fin, mais entre ça, c'est beaucoup plus un road trip de journalistes qui découvrent les horreurs de la guerre. Et c'est à quand même comprendre aussi qu'on est à quelques semaines, quoi qu'on y a été un peu plongé avec certains films, des Kung Fu Panda, aussi d'une deuxième partie qui est actuellement d'ailleurs en service sur demande de votre câble distributeur, votre plateforme de vidéo au moment de se parler. Mais c'est qu'on entre vraiment par la suite, Civil War, c'est imbriqué dans un espace-temps où il n'y avait pas encore de grosses sorties de blockbuster. Alors c'était peut-être aussi une période très calculée aussi de nous l'offrir au cinéma avant l'arrivée de mai et la sortie des Deadpool et autres aussi. Là. Ah oui, c'est sûr. C'est un très bon temps pour amener ce film-ci. Je te dirais que l'avoir amené au mois d'octobre, ça aurait été un petit peu... je pense que ça aurait été un petit peu moins bien reçu. Aussi, c'est que l'automne prochain, en octobre, on aurait été à quelques semaines de la campagne américaine aussi. Alors... Tout à fait. Donc, c'est ça. Je pense pas que la A24 veulent commencer une vraie guerre civile ou en tout cas aider à ce niveau-là. Mais de toute façon, heureusement, le film ne prend pas parti. Pourquoi est-ce que cette guerre-là est là? On ne sait rien. C'est juste, on est amené sur le moment et on découvre l'horreur de la guerre. Merci à toi, Nico. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre sortie cinéma. Merci beaucoup. Merci.
On vous invite le 18 mai prochain à venir voir les anciens Canadiens au complexe J.C. Perreault Saint-Roch de l'Achigan. Vous allez être témoin de coups de patin qui, d'ailleurs, dont les fonds seront pour une bonne cause, d'ailleurs, pour appuyer William, sa famille. J'ai avec moi Stéphanie, sa maman, et aussi son beau-père, également conjoint, bien sûr, de Stéphanie. Stéphane, merci d'être là. Merci beaucoup. On va raconter, bien sûr, comment assister à ce match-là plus loin, mais juste avant, je veux qu'on parle du petit William, maintenant âgé de 13 ans, ton fils, Stéphanie, parce que il est atteint d'un problème génétique neurologique rare. C'est important d'employer ces mots-là aussi d'emblée. Explique-nous pourquoi, là, puis évidemment, quel est ce problème neurologique rare, là, génétique? Parce que premièrement, ça a été difficile à diagnostiquer, ça a pris 8 ans. Et c'est sûr qu'aussi il est autiste, fait que c'était plus compliqué de diagnostiquer. Et pourquoi qu'on peut pas dire maladie, c'est parce que c'est pas reconnu, c'est très rare. Alors, on est dans l'inconnu un peu pour l'instant. Oui, là. il est en investigation depuis 2018. Alors, évidemment, la situation, c'est dégénératif, là, si je comprends bien. Là. Alors, présentement, quel est l'état au moment de se parler de William, sa situation de santé? Est-ce que, quand même, il réussit à avoir une vie, et j'aime pas employer ce mot-là, mais normale, entre parenthèses, quand même, est-ce que ça se maintient, la stabilité de sa condition? Ou? Bien, c'est très difficile parce qu'il n'y a aucune endurance, il est en souffrance constamment. Fait que c'est sûr que si on mettons une fête d'enfant, bien, il est 2-3 jours au repos. C'est très difficile. Il peut pas vivre comme un autre enfant. Et tout ça, est-ce que ça s'est fait graduellement? Est-ce que c'est rapidement dans sa jeune vie jusqu'à présent? Donc, comment et quand avez-vous su qu'il était atteint là, de ce problème génétique neurologique rare? Bien, depuis sa naissance, je soupçonnais des choses, mais à partir de 3 ans, c'est là que ça a vraiment commencé. Puis c'est sûr que là, on a vu beaucoup de spécialistes jusqu'en 2018, jusqu'à temps qu'on rencontre le Dr Myers, le neurologue justement pour qui on fait la cause, pour ses recherches. C'est lui qui a trouvé les problèmes génétiques de William. OK. Et donc, c'est dégénératif. Donc, c'est une sorte d'urgence de vivre pour vous avec lui. Chaque moment est précieux. Vous en profitez à tous les jours, j'imagine. Là. Oui, c'est sûr que ça ne veut pas dire que ça diminue sa vie, son espérance de vie, mais c'est juste que il est souvent couché au repos. Oui. Ça doit être un grand partisan du Canadien de Montréal. C'est un grand amateur de hockey, j'imagine? Malheureusement, non. Ah non, c'est moi qui... c'est toi qui es partisan de hockey? Oui. Mais tu fais plaisir. Mais lui, j'imagine quand même, il va être présent le 18 mai prochain. Oui. Il sera là quand même pour voir les anciens Canadiens parce que, justement, on mène le tout. C'est la 2e édition de ce match dont les profits vont aller pour la recherche, justement, pour soutenir, William, les gens qui sont atteints du problème de génétique neurologique rare? En fait, c'est vraiment le département de recherche du Dr Myers. Fait il va faire toutes sortes de recherches pour toutes sortes de problèmes, maladies neurologiques rares. OK. Donc, et là, comment ça va se passer, le complexe J.C. Perreault? On invite les gens à se déplacer pour le match des anciens Canadiens le 18 mai prochain, là, concrètement, parce qu'il y a le match des anciens Canadiens, mais il y a quand même d'autres, dans l'événement même, il y a d'autres choses qui vont se passer, je pense, à saveur familiale. Là. Il va y avoir un match, un mini-match de les 8-9 ans exactement. Donc, il va durer un total de 5 à 6 minutes. Donc, les tout-petits vont pouvoir jouer aussi avec les anciens Canadiens. Être aux côtés de gagnants de la Coupe Stanley ou d'ex-joueurs de la Ligue nationale. Oui, exactement. C'est ça. Oui. Pour vrai, c'est vraiment cute. À chaque année, donc deuxième édition, complexe de J.C. Perreault. Et là, on m'a dit que, Stéphane, tu vas être le capitaine Oui, je vais être capitaine de l'équipe Top ADN, oui. Qui va affronter les anciens Canadiens. Exactement, oui. Est-ce que tu t'es préparé de manière concrète? Est-ce que tu appréhendes un peu? Mentalement, oui. Ouais. Je vais essayer de faire de mon mieux. OK. Parce que quand même, c'est des professionnels, donc ils font juste ça de leur vie. Oui, donc, c'est ça. Mais exactement. tu ne veux pas affronter, je pense, Steve Bégin, l'ex du Canadien, l'an dernier, ou en tout cas, du moins, il n'y a pas si longtemps. Oui, l'année passée. Et puis, j'ai une très belle photo de profil aussi. Ça, j'ai jamais été capable d'aller chercher. À la rondelle? Non, c'est ça, exactement. Parce que c'est là qu'ils n'ont pas perdu leur niveau d'habileté, même s'ils ne sont plus dans la Ligue nationale, c'est des jeunes retraités. Là. Oui, exactement. Puis, ils sont aussi bons. J'ai l'impression. Oui. Donc, évidemment, les fonds vont être remis, donc, tu le disais, pour la recherche. Est-ce qu'il y a espoir de trouver peut-être
à court moyen terme, c'est la question ultime. On veut, mais est-ce qu'il y a de bons espoirs? Est-ce que jusqu'à présent, les recherches ont démontré quand même qu'il y avait de l'espoir pour William, par exemple? Pour le moment, non, parce que ça peut prendre 2 ans de recherche. Puis là, on est peut-être dans 1 an. Là, fait que non, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr que c'est pour mieux comprendre le corps de William. Le corps de William et tous ceux qui ont ce problème génétique neurologique rare aussi. Oui. Là. Vraiment, ça vient nous chercher. Je pense que lorsqu'en plus c'est des enfants, ça nous touche profondément. On invite les gens à adhérer bien sûr à l'événement. C'est très festif, c'est très rassemblant. Puis je pense qu'on veut en faire un événement quand même lumineux, somme toute, pour vous et votre famille. Oui, parce que tu sais, faut pas oublier, oui, c'est dans le coin de Laval ou de Montréal, mais c'est pour le monde entier, c'est pour tous les enfants. Exact. Donc, tous les fonds, c'est pour contribuer finalement à la cause qui peut toucher n'importe, on ne sait pas quel enfant qui peut être à l'écoute. Pour le Dr Myers, il va faire des recherches. Puis toutes les recherches qu'il va faire, bien, ça touche tous les enfants du monde entier après. Aussi bien, du Québec, évidemment, de chez nous. Alors, merci à vous. Et déjà, les liens sont au bas de l'écran, mais on espère des gens bien présents et qui vont vous appuyer. Vous souhaitez la victoire le 18 mai prochain. Venez en grand nombre, ça va être festif. Vraiment, assurément, surtout le complexe CJC Perrault, c'est un magnifique endroit aussi, on le sait. Très neuf et moderne. Alors, à Saint-Roch-de-L'Achigan, le 18 mai, ce match des anciens Canadiens. Merci à vous et salutations à William aussi. Merci beaucoup. Si vous voulez revoir cette émission également, vous avez trouvé des contenus intéressants, super simples. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Sinon, bien entendu, sur nos autres plateformes comme Instagram, notre page Facebook et le tvrl.ca, autre lieu pour s'exprimer. Je veux remercier des gens qui travaillent ardemment à la réalisation de cette émission. Alain, Lucette, Daniel, Normand et Sophie, bien sûr, aussi à la recherche. Une belle façon de nous appuyer. Soyez avec nous tous les dimanches 9h30 pour notre bingo. Est-ce que vous avez votre carte? 3 500 $ et dont 2 300 $. Carte pleine cette semaine que vous pourriez remporter. Je vous dis à très bientôt. Salut!